Un invité exceptionnel ce dimanche dans E-Tech, le PDG de TV5 Monde fait face à Ousmane Gueye sur les grands sujets dans les médias à l'heure du numérique. Où en est la profession dans sa transformation digitale? Les réseaux sociaux constituent-ils une réelle menace avec leur lot de fake news? Quel modèle économique adapté? Ancien directeur des programmes de France 2, également passé par France 4, RTL, auteur du livre Brigitte Bardot, la femme la plus belle et la plus scandaleuse au monde, 67 ans aujourd'hui. Yves Bigot va aussi se prononcer sur la télévision numérique terrestre avec le basculement intégral qui tarde au Sénégal. Yves Bigot, Ousmane Gueye, c'est ce dimanche 26 juin 2022 sur e-Radio après les éditions de 7h et 12h. E-Tech, l'émission d'un monde qui change, présentée par Ousmane Gueye. Merci encore une fois d'être au rendez-vous sur e-Radio et aujourd'hui, ce dimanche, nous avons l'immense honneur de recevoir, comme indiqué par la bande-annonce tout à l'heure, le PDG de TV5 Monde, de passage à Dakar, Yves Bigot. Bonjour et bienvenue sur notre antenne. Merci à vous de m'accueillir et bonjour à tous ceux qui sont avec nous là en ce moment. Dakar est une habitude, disons, un peu dans vos rendez-vous sur l'Afrique. Oui, bien sûr, le Sénégal est un pays important. Déjà, vous êtes champion d'Afrique, la CAN. Oui, on peut le rappeler au passage. Ouais, voilà, donc enfin la CAN, donc bravo à vous. Et puis on est ici en fait pour fêter les 30 ans de notre chaîne TV5 Monde Afrique. On y reviendra. Voilà, et la raison pour laquelle c'est à Dakar que nous le fêtons, c'est que c'est une chaîne qui avait été suggérée il y a donc 30 ans maintenant par le président Diouf, et donc elle avait été lancée ici à Dakar. C'est la raison pour laquelle c'est ici qu'on revient 30 ans plus tard. D'ailleurs, sur la Coupe d'Afrique, très rapidement, avant de revenir un peu pour évoquer les aspects purement numériques de cette interview, qu'est-ce que ça représente pour une chaîne comme la vôtre, que l'Afrique, que le Sénégal ait gagné la Coupe d'Afrique? Ça joue un peu côté programmation, côté marketing peut-être? En tous les cas, nous, on suit évidemment tous les matchs de la CAN avec beaucoup d'intérêt. D'ailleurs, les équipes francophones marchent très bien. Les Lions de la Teranga, mais les autres Lions indomptables l'ont gagné à plusieurs reprises. Les éléphants de Côte d'Ivoire. Et puis, on suit évidemment particulièrement toutes les équipes francophones, que ce soit celles du Maghreb ou celles d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale et même de l'océan Indien, bien sûr. Oui, et parlons très rapidement, on va faire plus ample connaissance avec vous pour nos auditeurs. Est-ce qu'on peut retracer avec vous très rapidement votre parcours, j'imagine bien, d'un reporter aujourd'hui, voilà, celui au poste de PDG? Alors moi, je suis un ancien footballeur. En plus? Oui, de Saint-Tropez, puis de l'AS Monaco, mais jusqu'en junior. Et après, je suis devenu journaliste. Voilà, j'ai travaillé dans à peu près tous les médias français. J'ai aussi dirigé la télévision belge. J'ai même travaillé à Londres. Voilà, et puis ça va faire 10 ans maintenant que je dirige TV5 Monde. Et pourquoi le choix de Dakar pour fêter vos 30 ans et en plus du lancement de la chaîne voilà, dont on va parler tout à l'heure? Ben voilà, c'est vraiment parce que c'est ici que l'idée en est née. Donc c'était logique qu'on revienne pour les 25 ans. On avait fait un peu une tournée en Afrique. On était allé à Abidjan, à Johannesburg, à Kigali, à Yaoundé aussi, et on était venu conclure ici à Dakar. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose entre votre ville et TV5 Monde Afrique. C'est le retour à la maison en quelque sorte. Oui, bien sûr, mais en tous les cas à l'origine, là où l'idée de la chaîne est née et là où elle a été lancée. Et puis son premier directeur était un Sénégalais aussi. Voilà, donc il y a une logique là-dedans, Mactar Sylla, donc. Tout à fait, Mactar Sylla qui a également été le patron de la chaîne nationale au Sénégal, grand journaliste et grand connaisseur de l'économie des médias, de l'environnement des médias globalement. Yves Bigot, PDG de TV5 Monde, est notre invité ce dimanche sur e-Radio. Il nous fait l'honneur, d'autant plus qu'il est de passage à Dakar à l'occasion des 30 ans de TV5 fêtés ces jours-ci. Est-ce que, disons, l'anniversaire, on fête à
à Dakar, après c'est fini ou on élargit davantage peut-être ailleurs? Non, cette année vraiment c'est Dakar, même si évidemment hein, notre équipe Afrique sillonne le continent. Denise Epoté, qui d'ailleurs n'est plus maintenant seulement directrice de l'Afrique chez nous, mais elle dirige maintenant la distribution, le marketing et la commercialisation de TV5 Monde dans le monde entier. Et son successeur est un Quinois, donc un Congolais de RDC, Patrick Olingo Bofunda. Oui, il y a aussi des Sénégalais à TV5, je pense un peu à mon homonyme Ousmane Ndiaye. C'est quoi le rapport avec Dakar, disons au quotidien? Ouais, écoutez, l'Afrique est essentielle à TV5 Monde, donc on représente la diversité de la francophonie, y compris dans le personnel de la chaîne. On est un peu plus de 400 personnes et on a effectivement chez nous pas mal d'Africains, des Sénégalais. Pas mal de Camerounais, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a une filière Denise Epoté pour les Camerounais à TV5 Monde, Christian Eboulé, Lise Loretia, quelques autres, mais on a Lam Kaboré qui est burkinabé, et puis on a aussi des Marocains, des Algériens, des Tunisiens. Toute l'Afrique est représentée, puis on a aussi des Belges, des Suisses, des Canadiens. Toute la diversité de la francophonie est représentée chez nous. Et c'est ça TV5, c'est une rencontre. Oui, on est la chaîne officielle de la francophonie, même si on est diffusé au-delà du monde francophone, puisque le seul pays au monde où on n'est pas présent, c'est la Malaisie. Mais on est en Chine, on est en Corée du Nord, on est à Cuba, on est partout grâce à des langues de sous-titrage. On en a 13, parce que, vous savez, 1 sur 2 de nos téléspectateurs dans le monde, en fait, ne parlent pas français. Mais justement, ça reste un défi à l'heure où l'anglais monte de plus en plus. Bâtir une chaîne sur une thématique francophone, ça reste un défi aujourd'hui? Oui, bien sûr, mais en même temps, alors d'abord, nos programmes sont sous-titrés en anglais, y compris sur le continent, mais c'est effectivement notre souhait, parce que la francophonie, elle est portée par 2 choses. Elle est portée d'une part par la démographie de l'Afrique francophone, ce qui fait que tous les jours naissent de nouveaux téléspectateurs de TV5 Monde, et puis aussi parce que les valeurs communes de la francophonie, que ce soit des valeurs démocratiques, de diversité, de tolérance, de développement durable, de droits de l'homme, d'une part, et puis les valeurs culturelles et artistiques aussi. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui, aux États-Unis, en Chine, en Allemagne, au Brésil, regardent nos chaînes parce que ils aiment le cinéma français, ils aiment l'art de vivre à la française, mais ils aiment aussi le cinéma belge, ils aiment les séries québécoises, et les séries africaines et le cinéma africain que nous diffusons dans le monde entier, et pas seulement sur TV5 Monde Afrique. Les médias à l'heure du numérique, beaucoup de changements avec cette révolution en cours, une révolution dans presque tous les domaines. Bien entendu, le secteur de la presse n'échappe pas à la règle. En plus d'être PDG de TV5, Yves Bigot, vous êtes un connaisseur de secteur globalement. On a retracé votre parcours tout à l'heure, vous et moi. Aujourd'hui, quel est votre regard sur justement ces médias à l'heure du numérique? Ils s'adaptent comment selon vous? Si adaptation il y a, bien entendu. Oui, bien sûr, il y a en Afrique, on a 2 offres numériques très complémentaires. Une, c'est l'application TV5 Monde Afrique, celle avec le zèbre, je pense que vous connaissez depuis assez longtemps, dans laquelle il y a de l'information, du sport, des séries, des web créations. Et puis, la plateforme francophone mondiale, gratuite, mais qui, comme nos chaînes, est régionalisée avec des offres spécifiques pour l'Afrique. Et donc c'est gratuit, on l'a lancé il y a 20 mois maintenant, et donc il suffit de se connecter sur le site tv5mondeplus.com ou de télécharger, mais je sais que la donnée est très chère et compliquée sur le continent, mais donc télécharger les applis TV5 Monde Plus ou en iOS. Yves Bigot, notre invité ce dimanche sur Radio, nous poursuivons un peu, ça c'est pour TV5, maintenant au-delà de TV5, parlez-nous un peu de votre regard concernant les médias globalement. Ils sont en pleine évolution, à la fois on travaille beaucoup pour lutter contre les fake news,
ou en bon français les infox, mais pour ça il faut des moyens, hein, et donc on travaille beaucoup sur le reportage, l'investigation, la vérification des faits. C'est essentiel, hein, pour que les médias traditionnels, qu'ils soient de télévision, de radio ou de presse écrite, mais aussi numérique, survivent, et que ça soit pas juste les réseaux sociaux, voilà, qui racontent n'importe quoi à longueur de journée, souvent d'ailleurs financés par des États, hein, qui cherchent à déstabiliser les démocraties d'une part et la laïcité de l'autre. Et puis par ailleurs, on est remis en question parce que la concurrence du numérique est très importante. Mais vous savez, si on regarde l'histoire des médias depuis plus d'un siècle maintenant, en fait, on s'aperçoit que le nouveau ne supprime jamais le précédent. En fait, les choses s'additionnent. Quand la radio a été inventée, ça n'a pas supprimé les orchestres. Tout le monde avait peur à l'époque. On disait, il y aura l'orchestre de la radio, que vont faire les orchestres? Les orchestres, ils n'ont pas disparu. La musique live n'a pas disparu. Quand la télévision est arrivée, tout le monde a pensé que la radio allait disparaître. Ben non, la radio n'a pas disparu. Et de la même manière, le numérique ne fera pas disparaître la télévision, qui n'a pas fait disparaître la radio, qui n'a pas fait disparaître les orchestres. Les enregistrements non plus n'ont pas fait disparaître les concerts. Tout ça s'additionne. C'est juste qu'à chaque fois, celui qui était le dominant n'est plus dominant, mais il ne disparaît pas pour autant. Donc il faut savoir ça. À la télévision, on ne sera plus le média dominant dans les années qui viennent. C'est le numérique qui prendra le pas. Mais si vous regardez bien, beaucoup de choses qui sont diffusées aujourd'hui sur le numérique, que ça soit sur YouTube, sur Facebook ou ailleurs, par qui c'est fabriqué, par qui c'est produit? Très souvent par des chaînes de télévision. Oui, vous pensez que la révolution numérique en cours, qu'il y a eu d'autres révolutions pareilles, vous le pensez sérieusement? Oui, bien sûr. Alors, la révolution numérique, c'est l'équivalent de l'invention de l'imprimerie, hein. Donc, c'est une révolution majeure. Évidemment, il ne s'agit pas de la nier. Et nous, voilà, à TV5 Monde, on l'a bien compris. Hein, je vous dis, on a lancé la première plateforme francophone mondiale. Et on a choisi qu'elle soit gratuite parce qu'on est un service public et que nous, on ne veut pas faire payer des citoyens qui paient déjà leurs impôts, hein. Donc on s'y adapte, mais je ne pense pas pour autant que le numérique fera disparaître les médias traditionnels. Juste, il réduit beaucoup, considérablement leur influence. Oui, mais comment justement ces médias doivent s'adapter? Parce qu'on sait très bien que dans un contexte numérique, soit on s'adapte, soit on disparaît. C'est clair, au moins les connaisseurs sont d'accord là-dessus. Bien sûr, évidemment, hein. Les dinosaures ont disparu, hein, bien sûr. Donc on fait tout pour ne pas être des dinosaures. Et justement, on travaille. Vous savez, c'est un peu. Je vais résumer ça par la BBC, hein, qui est une référence en termes de médias, hein, depuis un siècle. C'est la BBC. Ça s'appelle Radio Television Online. C'est-à-dire que voilà, tous les médias, pour s'adapter, que ce soit des journaux de presse écrite, que ce soit des radios, des télévisions, doivent développer leur service numérique pour survivre et faire en sorte justement de faire converger leurs différents médias, et que les différents aspects se nourrissent les uns les autres. D'ailleurs, de plus en plus, hein, les journalistes maintenant sont polyvalents, c'est-à-dire qu'ils savent tourner avec une caméra, et peu importe de savoir s'ils tournent pour la télévision. Les JRI, comme on les appelle, journalistes reporters d'image? Oui, bien sûr, hein, ou même tout type de journaliste. Hein. Je vais vous prendre l'exemple de Radio-Canada ou de la RTBF en Belgique, où les journalistes, quand ils font un sujet, ils vont le tourner pour la télévision, ils l'enregistrent aussi et ils font leur module pour la radio, et puis ils mettent une version plus longue en ligne. Vous voyez, c'est juste une question de polyvalence, d'être moderne et de comprendre effectivement qu'on vit au XXIe siècle. Hein. Oui, mais si on interroge maintenant les enjeux économiques de ça, est-ce que ce n'est pas que le patronat qui gagne? Quand par exemple le journaliste se retrouve, disons, avec N compétences, il devient caméraman, donc cadreur comme on dit au Sénégal, il devient technicien, est-ce que finalement ce n'est pas que le patronat qui gagne, pardon?
Alors non, je pense pas, parce que le journaliste... Est-ce que vous recrutez moins? Et là, je parle au PDG de TV5 Monde. Oui, bien sûr. Non, c'est pas du tout ça. C'est au contraire. En l'occurrence, c'est le journaliste, c'est le salarié qui y gagne, parce que lui, il assure de garder son job et la pérennité de son travail. Et moi, je préfère avoir 3 fois plus de journalistes qui savent tout faire que d'avoir un tiers de journalistes, un tiers de techniciens, un tiers de caméramens. Parce que sinon, ça veut dire qu'il y en a qui vont se retrouver sans emploi et au chômage parce qu'ils ne seront plus adaptés à l'époque. Donc, alors, bien sûr, il y a des médias qui peuvent en profiter. Mais chacun n'hésitera pas à en profiter. Yves Bigot, quand on a un journaliste qui fait tout à la fois, mais on en profite forcément. Non, moi je ne crois pas du tout, parce que justement pour survivre dans la compétition formidable qu'il y a dans les médias aujourd'hui, on a besoin de beaucoup de monde. Et je vous dis, moi plutôt que d'avoir juste quelqu'un qui est preneur de son et qui fait rien d'autre, et c'est un métier que je respecte beaucoup, je préfère, plutôt que d'avoir un caméraman, un preneur de son, un journaliste, je préfère... Dans une seule personne. Je préfère avoir 3 personnes. Qui font les 3 jobs à la fois. Et puis la logique, c'est que comme ils sont plus qualifiés, en plus je vais un peu mieux les payer, chacun. Et puis surtout, eux, ils sont sûrs d'avoir encore du travail dans 10 ans. Alors que je crains que celui qui n'est que preneur de son ou que caméraman, à moins qu'il soit le meilleur preneur de son du monde ou le meilleur cadreur du monde, s'il ne sait faire que ça, je crains que dans 10 ans, il n'ait plus de boulot. Les réseaux sociaux montent de plus en plus dans un contexte de journalisme citoyen, entre guillemets, comme l'appellent certains. C'est une vraie concurrence qu'il faut redouter? Alors, il ne faut jamais redouter la concurrence, vous savez. La concurrence, c'est formidable, ça nous oblige à plus réfléchir, à mieux travailler et à être meilleur. Et puis surtout, c'est au bénéfice du citoyen. Lui, plus il a le choix, mieux c'est. Après, vous parlez des journalistes citoyens. Alors, c'est à la fois formidable et c'est à la fois dangereux. Parce que c'est bien qu'il y ait des gens qui témoignent de choses que les journalistes des médias ne peuvent pas voir. Ils peuvent pas être partout tout le temps. Ils peuvent pas tout savoir. Ils peuvent pas tout connaître. Après, ce qui est dangereux, si ces journalistes citoyens sont surtout des citoyens et pas tellement des journalistes, et qu'ils sont des militants, et que là, ils ne respectent pas ce qui est le devoir de chaque journaliste, qui est la recherche de la vérité, même si elle ne correspond pas à nos idées personnelles. Vous savez, moi, toute ma vie, et beaucoup de mes collègues, quand on part en reportage ou sur un terrain de guerre, ou même qu'on enquête sur un sujet, souvent on a un peu un avis personnel. Mais qu'on garde pour soi. Mais voilà, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce qu'on va découvrir, c'est ce qu'on va entendre. Et encore une fois, c'est la recherche de la vérité. Et ce qui serait souhaitable, c'est que tous les journalistes citoyens soient des vrais journalistes et des vrais bons citoyens, et qu'ils recherchent la vérité plutôt que de faire gagner le candidat de leur camp ou de pousser ce qui leur tient à cœur. Ça ne veut pas dire que quand on est journaliste, on n'a évidemment pas droit d'avoir des idées personnelles, d'avoir des engagements aussi. Mais la vérité passe ou doit passer dans notre métier avant toute chose. Et si on enquête sur quelque chose et qu'on a une idée préconçue, qu'on s'aperçoit en enquêtant qu'en fait c'était pas ça, on s'est trompé et que la vérité nous fait mal, c'est quand même la vérité qui doit primer. Yves Bigot, notre invité ce dimanche sur e-radio dans le magazine e-tech. Très rapidement, mais on reste un peu sur la même thématique des news, des fake news si vous voulez. On parlera de fausses informations, comme aujourd'hui on reçoit un PDG d'une chaîne francophone, la chaîne en chef, TV5 Monde. Aujourd'hui, comment est-ce que le journaliste doit faire face à toutes ces fausses nouvelles qui envahissent un peu le secteur et qui constituent un réel défi justement pour la profession? C'est absolument terrible. C'est le cancer planétaire du 21e siècle. Et les influences et les manipulations par certains États ou par certains partis ou par certaines organisations, c'est quelque chose de terrible. Alors oui, bien sûr, à travers l'histoire, parfois c'était les gouvernements qui racontent, ou l'Église, ou les églises, les religions qui racontaient des fables.
C'est un sujet majeur. Et là, ce sont les États qui doivent prendre ça très au sérieux, beaucoup plus encore qu'ils ne le font aujourd'hui. Je sais que le président Macky Sall a déjà dit que les réseaux sociaux, c'était l'œuvre du diable. Et je suis assez d'accord avec lui. En même temps, mais il n'y a pas que la face, disons, dangereuse des réseaux sociaux. C'est en même temps un pont entre les différentes civilisations. Pourquoi ne voir les choses que sous un angle peut-être, sous un jour terrible? Non, vous avez tout. C'est un peu réducteur, non? Vous avez tout à fait raison. J'allais d'ailleurs le dire. Il y a aussi l'aspect formidable, bien sûr, de tous les réseaux sociaux et qui permet de connecter. Et que vous exploitez d'ailleurs en tant que média. Vous parlez à vos publics. Bien sûr, absolument. Non, mais c'est comme vous savez, comme tout. C'est le yin et le yang. Il y a la lumière et puis il y a l'ombre, le côté sombre, Dieu et le diable. On dit ça comme on veut, mais c'est aux États de prendre en charge. Alors je sais qu'il y a des États qui, eux, travaillent à la manipulation. Donc c'est ça. On va trop compter donc sur eux. Voilà, c'est ça qui fait que c'est compliqué. Mais pour le coup, je vais vous citer Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, parce que je pense que c'est lui qui a dit les choses de la manière la plus claire et convaincante pour moi. Quand il a été élu la première fois au poste de Premier ministre du Canada, je l'avais rencontré au sommet d'Antananarivo, au sommet de la francophonie. À Madagascar. À Madagascar. Et je lui avais demandé pourquoi immédiatement il avait mis 3 milliards de dollars canadiens dans la culture. Il m'avait dit, vous savez... Dans quoi? Culture, écriture? Dans la culture. Et il m'avait dit, vous savez, la culture, non seulement c'est essentiel, mais c'est une industrie. Et quand on investit dans une industrie, eh ben, on va gagner de l'argent et comme ça, on pourra s'assurer de la pérennité. Mais plus important encore que ça, qui est déjà très important, il a mis 600 millions de dollars dans Radio-Canada, donc la chaîne publique canadienne, alors que tous ses prédécesseurs, au contraire, serraient la vis et baissaient le budget depuis des années. Et donc il a dit la chose suivante, qui pour moi est essentielle. Il a dit, Radio-Canada a besoin d'avoir beaucoup d'argent pour que ces journalistes, d'abord, soient nombreux, soient professionnels et aient les moyens d'enquêter, de faire des reportages, de l'investigation, pour qu'ils puissent apporter aux citoyens canadiens une information fiable, vérifiée, indépendante, dont le citoyen canadien a besoin au moment où il doit s'exprimer sur l'avenir de son pays. C'est-à-dire quand il doit aller voter, il faut qu'il aille voter en connaissance de cause et pas en fonction de ce qui se raconte sur les réseaux sociaux qui est influencé par les Russes, par les Chinois ou par des groupes de pression ou par les Américains ou par les Trumpistes. Oui, mais justement ce qui n'est pas très simple, d'où peut-être la pertinence du propos du Premier ministre canadien, c'est que de plus en plus on est influencé, l'électeur est influencé. On se souvient de ce scandale Cambridge Analytica autour un peu de Facebook, que ça soit avéré ou pas. Aujourd'hui, comment éviter cela? Ou comme le dit le Premier ministre canadien, il faut miser sur la culture, sur la formation et l'information? Alors l'éviter c'est très difficile. Alors cela dit, on peut légiférer quand même, un peu pays par pays, où ça pourrait... Comme en France, où on a démarré quand même une initiative sur les fake news? Oui, bien sûr, mais c'est à ce stade, partout dans le monde, c'est encore insuffisant. Mais oui, bien sûr, il faut faire légiférer ce qui est publié sur les GAFAM, donc les Facebook, Apple, Google, Amazon, voilà, et compagnie. D'une part, voilà, il faut que la loi s'applique à eux aussi, comme elle s'applique à la RTS ou sans doute à vous. D'une part, mais d'autre part, il faut que les pouvoirs publics dans chacun de nos pays donnent beaucoup d'argent à leurs médias publics. Les privés, c'est autre chose, ils sont là pour gagner leur vie, et c'est très bien, mais en tous les cas, qu'il y ait au moins les médias publics aient de l'argent pour que le citoyen, entre les fake news d'un côté et la vérité de l'autre, au moins
à la limite, puisse réfléchir et se faire son idée. Alors qu'aujourd'hui, les moyens qui sont alloués pour contrer les fake news sont, je pense, insuffisants. Alors, je ne connais pas suffisamment la situation au Sénégal pour en juger, mais je peux vous dire qu'en tous les cas, en France, aujourd'hui, ils sont tout à fait insuffisants. Et il faut que le président Emmanuel Macron, qui s'intéresse beaucoup à la tech, qui s'intéresse beaucoup au numérique, comprenne que l'enjeu qu'il souhaite défendre de la démocratie, de la laïcité, de l'environnement, de la planète, ça passe par un financement très fort de ces services publics, de radio, de télévision. Il faudrait que la presse ait un service public aussi, la presse écrite, et quitte à ce qu'elles aient des devoirs, parce qu'il ne s'agit pas de demander de l'argent et puis d'aller jouer au casino. Et il faut, quand on vous donne de l'argent, vous devez rendre des comptes. C'est pas parce que vous êtes un service public que vous faites ce que vous voulez avec. Mais voilà, c'est essentiel parce que sinon, ce sont nos démocraties qui vont en payer le prix. On va se retrouver avec des autocrates. Ça sera la Russie et la Chine partout. Et je pense pas que ça soit ce à quoi justement les citoyens aspirent. Je pense, vous savez, la situation en Ukraine aujourd'hui, elle nous interpelle là-dessus. En fait, c'est juste un peuple qui dit « nous, on voudrait vivre libre ». Simplement, on ne veut pas qu'il y ait un autre pays qui vienne nous dicter ce qu'on doit faire. Je pense que c'est pour ça que ça crée un mouvement comme ça mondial. Vous savez, je sais qu'en Europe, par exemple, en Afrique ou ailleurs, on critique, on dit oui, vous soutenez les Ukrainiens parce qu'ils vous ressemblent, ils sont comme vous, ils sont blonds, ils ont les yeux bleus, etc. Je ne crois pas que ça soit ça. Peut-être qu'il y a un peu de ça, évidemment, mais je ne crois pas fondamentalement que ça soit ça. C'est simplement parce qu'ils disent, voilà, on veut vivre libre, on veut pouvoir vivre sous un régime de démocratie où la culture est importante, où la parole est libre, etc. Et on ne veut pas être sous le joug d'un pouvoir autocratique. Et je ne pense pas que ça soit ce à quoi aspire la jeunesse. Je pense que la jeunesse sénégalaise, la jeunesse africaine, moi pour ce que j'en constate, voilà, c'est des gens qui ont une créativité formidable et qui ont juste envie de pouvoir s'exprimer, de pouvoir vivre décemment. D'abord, il faut qu'ils arrêtent de se jeter dans l'océan, que ce soit l'Atlantique ou la Méditerranée. On leur donne les moyens d'être heureux et d'être libres chez eux. Au bord de la mer, sur la corniche ouest de Dakar, en ce temps d'été, nous sommes le dimanche 26 juin 2022. Yves Bigot, PDG de TV5 Monde, qui nous fait l'honneur d'être notre invité. Donc ce dimanche, ce jour-ci, on fait une pause, on marque une pause de 25 minutes, le temps de suivre les dernières infos de ce jour. Et l'on se retrouve juste après avec Yves Bigot, toujours au bord de l'océan, PDG de TV5 Monde. E-Tech, Ousmane Gueye sur e-Radio. Notre invité ce dimanche 26 juin 2022 sur e-Radio, le PDG de TV5 Monde, Yves Bigot. Yves Bigot, nous avons fait un large tour de ces questions, mais on n'en parlera jamais suffisamment. Aujourd'hui, comme on le voit chez vous en France, les médias ont des initiatives anti-fake news. Au Sénégal, nous en avons, mais quelle devrait être la meilleure formule pour faire face à toutes ces fausses informations? Vous savez, la nouvelle formule, la bonne formule, la meilleure, on ne l'a pas encore trouvée. On la cherche. Voilà, mais ça nécessite de l'investissement. Vraiment, il faut donner les moyens aux journalistes de pouvoir vraiment travailler sur la longueur, avoir le temps de faire des enquêtes, de faire des reportages, d'aller sur le terrain, de rencontrer les citoyens, de rencontrer les gens qui savent, les gens qui vivent des situations. Et puis, il faut avoir le temps de vérifier tout ce qui est dit, tout ce qui est publié. Et donc, ça, nécessairement, ça prend de l'argent, mais c'est l'avenir et la survie de nos démocraties qui en dépendent. Donc c'est quelque chose d'absolument capital pour les États. Je sais que le président Macky Sall en est tout à fait conscient. Et j'étais hier au journal de 20h de la RTS. J'ai vu les projets du nouveau bâtiment, du nouvel immeuble, le nombre de chaînes, etc. Donc voilà, c'est bien que le Sénégal investisse. Même si le débat, bien entendu, soit dit en passant, ce n'est pas qu'une affaire d'infrastructure
d'infrastructures, c'est également un débat d'accès aux services publics, entre autres. Bien sûr, alors le service public, il doit être gratuit déjà, donc l'accès pour le citoyen, il est gratuit. Mais vous savez, moi Oui, mais avec tous les acteurs qui passent dans le 20h. Bon, bref, c'est un autre débat. Revenons-en au numérique. Non, mais moi je suis convaincu. Vous savez que tous les journalistes, ils ne demandent qu'à donner la parole à tout le monde, qu'à rencontrer. Il faut juste qu'ils aient les moyens de le faire. Il ne faut pas qu'ils soient tellement débordés de boulot qu'ils ne puissent pas sortir de leur quartier ou de leur bureau, mais qu'ils puissent aller sur le terrain, qu'ils puissent rencontrer les gens, qu'ils puissent écouter toutes les opinions et en rendre compte. Et encore une fois, ça demande des moyens. Vous êtes d'ailleurs un vieil homme de médias, Yves Bigot, c'est tout à votre honneur. Aujourd'hui, PDG de TV5 Monde, grand reporter par le passé, étant passé par de grandes chaînes comme France 2. Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin, par exemple, en Afrique, une seule personne, le chef de l'État par exemple, occupe les 40 minutes d'un 20h. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, moi, j'ai pas de leçon à... Oui, on demande votre regard et non pas de leçon. Non, je vais vous donner mon regard pour chez nous. J'ai dirigé les programmes de France 2, j'ai dirigé la télévision belge, la RTBF aussi. Vous savez, nous, on s'était fait une règle à France 2, c'était pas plus d'un ministre par JT. Vous voyez, ça c'était une réponse en fait à votre question. Parce que on a connu nous aussi, vous savez, le général de Gaulle dans les années 60, il se faisait envoyer le conducteur du journal. Waouh. Et il disait, alors d'ailleurs le petit télégraphiste, au début c'était Michel Drucker qui allait apporter au ministre de l'Intérieur. Waouh. Pas au général, au ministre de l'Intérieur, il allait apporter le conducteur du journal. Et alors le ministre ou le général, quand ça arrivait jusqu'au général, il disait non, ça on n'en parle pas. Ou ça, non, pas 5 minutes là-dessus, c'est trop long, faites juste 30 secondes, ça suffit. Donc on a connu... Un général comme rédacteur en chef du 20h. Absolument. Mais non, mais ça a existé, tout ça. Vous savez, c'est pas nouveau. Mais non, vous savez, les médias, c'est quelque chose qui évolue sans cesse. Vous le rappeliez tout à l'heure. Maintenant, c'est beaucoup sur le numérique, etc. Ça se transforme absolument tout le temps. Donc, moi, je pense que les choses changent, rien n'est éternel, tout progresse. Et en tous les cas, nous, à TV5 Monde, on a de très très bonnes relations avec la RTS, avec Racine Talla, son directeur. On travaille très très bien ensemble. Et je pense que c'est une très bonne entreprise de médias. Mais c'est pas à moi de juger à la place du citoyen sénégalais. Yves Bigot, notre invité ce dimanche sur iRadio, PDG de TV5 Monde. On parlait de la formation des acteurs de la presse à l'heure du numérique. Ça devrait être une formation axée sur quoi exactement? Je parle des offres de formation dans nos écoles de formation. La recherche de la vérité. Il faut rappeler sans arrêt que le rôle d'un journaliste, c'est de dire la vérité. Oui, je parle des modules de formation plutôt. Je sais que la charpente de notre métier, bien entendu, c'est la recherche critique de la vérité, mais je parle des modules de formation, par exemple. Ah mais ça, je suis totalement incompétent, vous savez, parce que moi, j'ai pas fait de formation. Moi, j'ai appris sur le tas, j'ai appris à la dure. À Europe 1, j'étais dans les années 70, dans ce qui était la plus spectaculaire et sans doute la meilleure des rédactions de Paris et de France, avec Michel Cotta, Yvan Levaille, Étienne Moujotte, tous les plus grands journalistes français. Et vous savez, j'ai survécu. Moi, ça a été ça, ma formation. Donc aujourd'hui, il y a, en tous les cas, en France, il y a de très très bonnes écoles de journalistes. Mais je suis pas... moi, je suis pas très compétent pour vous parler de ça, parce que je suis pas passé... Moi, vous savez... J'ai été dans une des rédactions les plus dures qui soit, et elle m'a pas recraché comme la baleine. Donc j'ai appris à la dure, j'ai survécu. Je pense que ça vaut tous les diplômes. Et je pense qu'on n'apprend jamais mieux que sur le terrain. Mais aujourd'hui, en tous les cas, je suis convaincu que quand on est journaliste, il faut savoir tout faire. Il faut savoir écrire. Il faut savoir, évidemment, enquêter.
mais il faut savoir tourner aussi avec une caméra ou avec un iPhone, hein, je veux dire. Il faut savoir, évidemment, parler avec aisance. Voilà, il faut savoir tout faire, il faut savoir soi-même publier sur Internet, il faut savoir faire du montage, il faut savoir découper. Moi, je pense que, voilà, aujourd'hui, si on n'est pas polyvalent, peut-être que ça marche encore aujourd'hui, mais ça ne marchera pas dans 10 ans, ça ne marchera pas dans 15 ans. Il faudra savoir faire tout ça. Donc, il faut que les modules de formation, en l'occurrence, je vous dis, même en France, je ne les connais pas très bien. Je veux dire, je leur fais confiance sur le fait qu'ils fassent bien leur boulot. De temps en temps, on me demande de parrainer voilà, hein, une promotion d'une année. Mais voilà, ma conviction, en tous les cas, c'est ça. Et surtout, il faut enseigner qu'on peut être militant dans sa vie. Il ne faut pas être militant quand on publie. Il faut chercher la vérité. Alors, si cette vérité correspond à ce en quoi vous croyez, ce pourquoi vous militez, c'est formidable. Mais si c'est pas le cas, eh ben, faut le dire. Et il faut l'assumer. Parce que être journaliste, c'est pas avoir la science infuse. C'est savoir chercher la vérité. Yves Bigot, notre invité ce dimanche sur e-Radio, qu'est-ce que ça a fait pour vous d'avoir gravi presque tous les échelons dans le métier journalistique et de vous retrouver aujourd'hui PDG de la chaîne francophone TV5? Ça donne plus d'atouts, ça permet de mieux juger avec les meilleurs éléments possibles? Écoutez, ça garantit que je sois âgé, hein, voilà, ça c'est sûr. Vous savez, en fait, le truc, c'est que toutes les conneries, toutes les erreurs, je les ai déjà faites. Alors, ça ne veut pas dire que je ne vais pas en faire d'autres. Enfin, ça s'appelle de l'expérience. Exactement. Et de l'expérience à la dure, hein, à l'épreuve de la réalité. Mais vous insistez là-dessus, à la dure. C'était vraiment à la dure à l'époque? Oui, mais vous avez souffert pour être journaliste? Non, j'ai pas souffert. J'ai adoré ça, vous savez. Moi, je suis béni des dieux. Hein. Moi, j'aurais payé pour faire les métiers pour lesquels on m'a payé. Donc, c'est vous dire hein, si j'ai eu de la chance. Mais oui, c'est difficile. Oui, bien sûr, c'est des métiers difficiles. Vous savez, quand j'ai dirigé pendant 8 ans les programmes de France 2 ou pendant 3 ans ceux de la télévision belge, tous les matins à 9h04, vous avez vos audiences de la veille qui tombent. Si vous saviez le nombre de fois où à 9h04, après avoir eu des mauvaises audiences, j'ai rangé mon bureau, ou quand j'étais à Bruxelles, j'ai fait ma valise. C'est pour partir de vous-même ou pour être démis? Pour être prêt au moment où on m'aurait viré. En l'occurrence, c'est jamais arrivé. Mais oui, bien sûr, on se fait des sueurs froides, c'est des métiers difficiles. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il y a entre producteurs à la télévision, entre animateurs à la radio, il y a une très grande solidarité, y compris entre concurrents. Parce qu'on sait qu'on fait des métiers durs, qu'on fait des métiers potentiellement éphémères. Et donc on se serre les coudes et puis on rigole beaucoup. Hein. Il faut dire aussi. Hein. Il faut. Il faut dire que oui, c'est nécessaire. Vous savez, plus on travaille sérieusement, plus il faut ne pas se prendre soi-même au sérieux. Sinon c'est terrible. D'abord on devient un vieux con et d'autre part. Si on n'arrive pas à rire, il y a des moments qui peuvent être durs, mais c'est des métiers géniaux. Moi, je les ai tous faits. Avec quel meilleur moment de votre vie de journaliste, même si on parle à un public dakarois qui ne se reconnaîtrait pas forcément à travers votre parcours, mais ce serait bien de partager un peu avec nous quels sont les meilleurs moments qui soient universels, autrement dit, qui parlent aux autres journalistes. Ah, vous savez, c'est toujours les meilleurs moments, je pense que c'est quand on fait quelque chose qu'on ne... C'est après. Alors oui, parce que pendant on est trop noué hein, et trop anxieux. Donc vous avez raison, c'est après, une fois qu'on se dit on y est arrivé ou ça a marché, on n'y croyait pas. Mais je pense que c'est quand on fait des choses dont on ne pensait pas être capable de le faire. Exemple, d'où ma question. Bien sûr, je vais en prendre un qui vous a concerné l'Afrique en tous les cas. C'est quand on a fait à TV5
Monde, le tour du monde de la francophonie, et puis on a refait 2 ans après la piste de la francophonie. Donc l'idée, c'était de faire 24 heures autour de la planète, 1 heure d'émission sur chaque fuseau horaire, et sachant que c'est pas facile parce qu'il y a certains fuseaux horaires où il y a que de l'océan et des îles, hein, et qu'on devait trouver des francophones là, et ça c'est un truc, tout peut vous arriver, vous pouvez avoir un problème de liaison satellitaire, vous pouvez avoir mal calculé le décalage horaire avec les îles Tonga ou des îles au milieu du Pacifique. Je me souviens aussi par exemple des 40 heures de direct que j'avais fait à France 2 pour le passage à l'an 2000, alors qu'on nous avait dit que, vous savez, au passage à l'an 2000 la Terre entière n'allait plus fonctionner, hein. On appelait ça le Y2K à l'époque, hein. Tout Internet devait être par terre, plus rien ne devait fonctionner. On a été la première chaîne au monde à passer à l'an 2000, parce qu'on était les seuls à être présents aux îles Tonga, où j'avais envoyé Gérard Rolls, journaliste sportif, mais qui avait présenté le journal de 13h aussi, et il était parti en bateau depuis le port de La Rochelle en France pour aller jusqu'aux îles Tonga en traversant le canal de Panama, hein. Donc il avait mis 40 jours pour aller là-bas en bateau, mais il était le seul à pouvoir émettre depuis les îles Tonga, donc qui était, en raison du changement de date, c'était la première terre qui passait à l'an 2000, et on était les seuls à avoir un fly qui nous permettait d'émettre de là-bas. Les Américains m'avaient proposé des centaines de milliers de dollars pour nous le racheter. Évidemment, on n'a pas accepté. Alors, on n'a pas été riches, mais on a été les premiers. C'est juste une satisfaction pour nous. On a été la première chaîne au monde à être à l'an 2000. Donc, vous voyez, c'est des moments. Ouais, voilà, c'est des moments comme ça qui sont des moments absolument géniaux à faire. On a fait l'histoire aussi quand j'étais en Belgique avec une émission qui s'appelait Bye Bye Belgium. Vous savez, qui annonçait, c'était... alors, on pourrait dire que c'était du fake news, mais nous, on considérait que c'était du docu-fiction. C'est-à-dire qu'on prédisait ce que pourrait être un avenir. Oui, ça, c'est pas une fake news, hein, c'est une projection. Exactement. Mais certains ont dit que c'était une fake news et nous ont critiqué en disant des journalistes n'ont pas le droit de faire ça, etc. Et où on avait imaginé ce qui se passerait si la Flandre décrétait toute seule, unilatéralement, son indépendance. Voilà, comme si ça arrivait ici. Et c'est arrivé après, par la suite, pour vous, le vieil homme de médias? Alors non, c'est pas arrivé par la suite, mais vous savez, d'abord on a été très critiqués, on a été convoqués par tous les politiques, alors que certains avaient participé à l'émission, hein. Et pendant 3 jours, on a pensé qu'on allait tous se faire virer. Et puis un jour, c'était un mercredi, je me souviens très bien, et puis le vendredi soir, je suis allé avec le directeur de l'information de la RTBF, mon collègue Alain Gerlage. On est rentré dans un restaurant, et quand on est rentré dans le restaurant, tous les dîneurs se sont levés et nous ont applaudi. Wow. Et là, on s'est dit, les choses se retournent. Et finalement, on a été beaucoup remerciés en disant, vous nous avez alertés sur la peur qu'on n'osait pas exprimer de voir la Belgique se casser en deux. Et est-ce qu'elle ne l'a pas fait parce qu'on a fait cette émission? Je n'en sais rien, ça serait évidemment prétentieux de notre part de le dire. Mais en tous les cas, cette émission, elle est aujourd'hui enseignée dans des écoles de journalisme, des écoles de télévision, partout sur la planète. Oui, être donc un homme de médias, surtout un responsable de médias, c'est gérer des moments de stress. Mais je pense que ce temps-là, il n'existe plus pour vous. Il est derrière vous. Non, détrompez-vous, hein, vous savez, on a subi le 8 avril 2015 une cyberattaque formidable. Tout à fait. À TV5 Monde, dont on a cru pendant des mois qu'on ne se relèverait jamais. C'est la plus grosse attaque cyber qui ait jamais été lancée contre une chaîne de télévision. Donc non, du stress, on en a, vous savez, on en a tous les jours. On en a toujours. Mais vous savez, le stress, c'est une bonne chose. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ça soit paralysant et que ça vous conduise à la panique. Au contraire, plus on est stressé, plus il faut être calme. Et ça, je pense que soit c'est la nature qui vous donne ça. Hein, il y a des gens qui sont naturellement posés comme ça. C'est pas du tout mon cas. Mais moi, c'est l'expérience qui m'a appris ça. Moi, plus c'est la merde et plus je suis calme.
Parlons un peu très rapidement, vous êtes un homme de télévision également, Yves Radio, je dirais même un homme d'abord de télévision avant de parler de radio. Aujourd'hui, comment est-ce que vous suivez un peu l'évolution du basculement dans la TNT en Afrique, la télévision numérique terrestre? Vous le voyez comment? Vous la voyez comment, cette évolution, pardon? Bah, écoutez, je pense que elle vient, en Afrique en tous les cas, elle vient un peu tard. Parce que on voit déjà poindre la technologie qui succédera à la TNT. Mais c'est de toute façon c'est de toute façon une bonne chose. Hein. Ça permet aux téléspectateurs sénégalais, africains, d'avoir un accès facile à la télévision, d'avoir un accès en haute définition. Et elle se répand. Nous, on a la grande chance, grâce à Racine Talla, à la RTS et au ministre Abdoulaye Diop, de pouvoir avoir deux de nos chaînes. Le ministre de la Culture du Sénégal. Oui, voilà, et des communications qui nous ont permis d'avoir nos deux chaînes, TV5 Monde Afrique, la chaîne généraliste, puis notre chaîne enfant, TV5 Monde, d'être sur la TNT publique sénégalaise. On était déjà sur la TNT privée, donc on leur en est très reconnaissant. Pour nous, c'est quoi la TNT privée et la TNT publique? Parce que du coup on touche le maximum en fonction des abonnements des uns et des autres. Vous savez, nous à TV5 Monde on pratique l'hyper-distribution. D'abord on est présent dans le monde entier, donc les modes de distribution ne sont pas forcément les mêmes selon les régions ou les continents. Donc nous on est aussi bien sur le satellite, sur le câble, sur la TNT, en IPTV, en OTT, tous les modes de distribution on les utilise. On est un service public, on est celui de la francophonie. Donc nous, notre job, c'est pas de gagner beaucoup d'argent. Notre job, c'est de faire en sorte de porter les valeurs et la créativité des artistes francophones et des entreprises francophones partout dans le monde. La TNT, parce que le Sénégal n'a toujours pas opéré son basculement intégral, est-ce que cela en vaut encore la peine dans un contexte où on peut regarder la télévision sur son smartphone à travers les réseaux sociaux? Est-ce qu'on a besoin de se donner autant de peine pour un projet toujours pas abouti? Yves Bigot, PDG de TV5 Monde. Écoutez, je suis mal passé, franchement, pour... Oui, mais votre regard en tant qu'homme de télévision. Oui, mais je pourrais vous répondre si j'habitais ici ou si je passais plus de temps chez vous. Et puis... Oui, mais il y a des pratiques universelles, il y a un contexte technologique universel. Je parle de ça. Bien sûr. En tous les cas, je vais vous répondre pour nos pays en Europe que pour le coup je connais. Moi, je pense que tous les types d'accessibilité sont nécessaires. Les bienvenus. Et se conjuguent. En France, tout le monde reçoit la TNT. Mais vous voyez, par exemple, les Belges, ils s'en foutent. Alors j'étais, en l'occurrence, je dirigeais la RTBF à Bruxelles quand est arrivée la TNT. Les Belges, la TNT, ils disent à quoi ça sert? Ça sert à pouvoir continuer à regarder la télé quand tu fais du cheval dans le bois de la Cambre. Alors, je dis, mais pourquoi? Parce qu'en France, ça sert à tout le monde. Ils disent, parce que nous, ça fait 40 ans qu'on a déjà le câble. Donc, tous les foyers belges sont câblés. Donc, en fait, ils n'ont pas besoin de la TNT. Les Belges, ils sont tous câblés. Vous voyez, donc, c'est une situation qui est différente selon les contextes. Voilà, exactement. Et donc, vous donnez mon avis pour le Sénégal. Franchement, je serais incompétent pour le dire. Mais si votre gouvernement a décidé de le faire, il y a de bonnes raisons pour ça. On a encore 4 minutes pour finir dans ce numéro avec Yves Bigot, PDG de TV5 Monde, toujours sur l'avenir de la télévision à l'heure du numérique. Je vous posais la question de savoir tout à l'heure si franchement on a besoin de se donner autant de peine alors que la télévision, on peut la regarder quand même sur smartphone. Oui, bien sûr, mais... Vous savez, la télévision aussi, si on en a les moyens, on aime bien la regarder chez soi sur un grand écran, en haute définition, avoir une super belle image, et puis avoir la télé connectée, c'est-à-dire pouvoir interagir. Oui, mais on peut regarder la télévision chez soi, sur grand écran, sans pour autant que ça soit à la télévision, justement. Oui, bien sûr, mais vous savez, moi, vous tenez au traditionnel, vous tenez au matériel, à l'aspect matériel des choses. Non, moi, je tiens à tout. Au matériel comme au dématérialisé. Je pense simplement que en matière de médias,
tout se cumule, rien ne s'annule. Et que donc tous les types de... Ça, on retiendra, c'est la formule de Yves Bigot. J'ouvre les guillemets, en matière de médias, virgule, tout se cumule, rien ne s'annule. Oui, bien sûr. Je le crois fermement. C'est ce que nous pratiquons à TV5 Monde, hein, l'hyperdistribution. On est aussi présent sur les réseaux sociaux. On est présent en Facebook Live. On est présent sur TikTok. On est présent sur Twitter, sur Instagram. Voilà, on est partout aujourd'hui. Chacun, et c'est formidable, chaque citoyen regarde les médias, des programmes en fait, mais où il veut, quand il veut, comme il veut, sur le support qui lui convient, et puis sur plein de supports différents, parce que si vous êtes à la maison, peut-être vous allez vouloir regarder sur la télévision, mais vous savez, moi je passe ma vie, hein, j'ai 2 smartphones, je passe ma vie sur des smartphones, et pourtant j'y regarde non seulement la télévision, mais j'y regarde aussi des tas d'autres choses, mais vous n'avez pas le choix, vous êtes le PDG de TV5 et ça compte. Mais si, j'ai le choix. D'abord, il y a des PDG ringards. Hein, et c'est pas parce qu'on est vieux qu'on est ringards. Je connais des jeunes ringards. Et voilà. Bon, alors moi, ce qui est particulier, c'est que c'est mon métier. Je veux dire, donc, mais je regarde beaucoup de choses qui sont pas à la télévision, aussi sur mon smartphone. Mais encore une fois, beaucoup de choses qu'on voit sur... vous savez, moi, tout ce que je regarde sur YouTube, la plupart du temps, c'est des choses qui ont été créées par des chaînes de télévision quelque part dans le monde. Donc, en fait, ce qui est important, je pense, aujourd'hui, c'est l'image. Voilà. C'est ça qui est important. Tout le monde veut consommer de l'image. Et alors, moi qui viens de la musique, etc., le son, ça me passionne et j'adore ça. Mais... il faut reconnaître une chose, c'est que le premier sens chez l'être humain, c'est la vue. Donc, le plus important, c'est l'image. Et vous savez, il y a quelques... La vidéosphère, comme dit Régis Debray, le médiologue français. Oui, bien sûr, c'est l'image. Ben, vous savez, l'image, regardez, c'est ce qui fait que vous allez rencontrer une femme ou une femme va voir un homme comme ça et d'un seul coup, va sentir une connexion. Parce qu'on se regarde. Mais c'est irrationnel. Mais c'est d'abord l'œil, avant la parole, avant le propos. Avant tout. Et puis, alors, moi, il y a un conseil que je donne toujours à mes amis quand ils sont interrogés à la télévision. Je dis surtout, fais très attention à la manière dont tu es habillé, dont tu es... L'habit fait toujours le moine, autrement dit. Voilà, exact. Même quand on n'est pas moine. Surtout quand on n'est pas moine. Parce que je ne sais pas si les gens vont se souvenir de ce que tu vas dire, mais en revanche, tu verras que tout le monde te dira « Ah, mais ta cravate était un peu de travers » ou « Ah, tu avais une belle chemise » ou « Dis donc, il faut que tu ailles chez le coiffeur. » Voilà. Alors, dernier point, Yves Bigot, en 1 minute, c'est vraiment les taux d'audience. En France, vous l'avez peut-être réussi avec une mesure presque automatisée du taux d'audience, ce qui explique le départ peut-être de grands dirigeants parce qu'on estime qu'ils n'auraient pas bien fait les choses. Mais pour le cas du Sénégal, on en est toujours à « je suis la première émission, je suis la première radio ». Comment dépasser cela, sachant que justement la TNT permet la mesure automatisée des audiences? Bien sûr, ben c'est comme pour tout, c'est une question de moyens. Alors vous avez la mesure Africascope, il y a Médiamétrie maintenant qui propose aussi en Afrique francophone en tous les cas des mesures d'audience. Mais effectivement ça dépend de 2 choses. D'abord les moyens qui sont mis par les instituts qui font les sondages et 2, les moyens, vous l'avez dit, il faut aussi l'équipement nécessaire pour pouvoir comptabiliser de manière juste, comme c'est formidable de le faire sur Internet. Regardez-nous sur notre plateforme TV5 Monde Plus, on voit chaque clic, on sait exactement de quel pays il vient, de quelle ville, de quelle adresse IP, etc. Alors ça, c'est une supériorité du numérique sur la télévision traditionnelle. Merci Yves Bigot. Merci infiniment à vous et j'en profite pour saluer tous vos auditeurs, tous les Sénégalais et encore une fois, bravo les champions d'Afrique. Yves Bigot, PDG de TV5, vous êtes un redoutable journaliste, en tout cas un journaliste expérimenté. Une émission comme ça,
Je vous en donne l'honneur. Vous l'auriez conclu comment? Merci, surtout du Rodolphe Sénégal. Vous donnez rendez-vous aux auditeurs dimanche prochain. Soyez présents à l'écoute dimanche prochain et merci de m'avoir écouté. C'était le mot de la fin. Yves Bigot, PDG de TV5, notre invité ce dimanche sur iRadio, ce dimanche 26 juin 2022. Comme le dit Yves Bigot, rendez-vous dimanche prochain. Excellent dimanche, excellente semaine.